Good Morning Business, le débat. 800 millions de colis d'une valeur inférieure de 150 € ont été livrés l'an dernier selon Bercy. Ça fait 1,5 milliard de colis sur un total d'1,5 milliard de colis. À la Poste, c'est désormais près d'un quart des colis qui viennent de Chine, de Temu, d'AliExpress. L'idée du gouvernement, c'est d'aller taxer, si on peut dire, ces colis en mettant une sorte de frais de gestion, quelques euros, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est une bonne idée de s'attaquer aux colis chinois, Nicolas Dose? Je suis en face de Jean-Marc et que je sais globalement ce qu'il va dire. Parce qu'il est constant. Mais oui, absolument. Moi aussi, je le suis. Je vais prendre. Lui, il est constant dans l'erreur. Moi, je suis constant. Voilà, c'est ça. Bien sûr. C'est ça. Je vais prendre donc un parti pris, mais je pourrais prendre l'autre. Moi, je vais défendre le producteur. Je vais défendre le producteur. Je comprends que le producteur, il considère que il est face à une espèce de concurrence absolument débridée et absolument scandaleuse, parce qu'il voit arriver sur le sol européen des produits que lui aussi il essaye de vendre, mais qui ne produit pas du tout au même prix. Et puis il voit arriver des produits qui ne respectent pas les normes de sécurité. Il voit arriver des produits avec des étiquetages qui sont parfois déloyaux. Il voit arriver des produits qui essayent de gruger la TVA. Il voit arriver des produits qui, on le sait, ont été élaborés dans des conditions environnementales désastreuses, quelquefois des conditions sociales désastreuses, et qui viennent quand même encore aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas tous installés sur le sol européen du bout du monde, avec effectivement une empreinte écologique absolument désastreuse. Donc ça a été la position de la CPME, la position de Michel Édouard Leclerc. Ces positions-là, je peux les entendre. Je peux parfaitement les comprendre. Et donc, si je veux défendre la production, eh ben, je dis que oui, effectivement, il y a un moment que si on considère que tout ça va trop loin, que c'est une production d'une excessive mauvaise qualité pour vendre des produits qui relèvent un peu du caprice du consommateur, il y a peut-être des questions à se poser. On est proche du quart, effectivement, des colis livrés par la Poste. On approche les 5 milliards d'euros consommés, achetés tous les ans par les Français sur Shein et Temu. Dire qu'il n'y a pas de sujet avec le petit colis exonéré de droits de douane en dessous de 50 €, sachant qu'à peu près 91% des 4 milliards 600 millions de colis rentrés en 2024 venaient de Chine dans ces petits colis de petite valeur. Le fait que les pouvoirs publics essayent de retrouver un petit peu d'équilibre dans tout ça n'est pas ultra choquant. C'est vraiment un parti pris que j'ai pris, parce que j'aurais pu prendre le parti pris du consommateur. Non, ça c'est Jean-Marc. Ça c'est Jean-Marc. Oui, alors par rapport aux arguments de Nicolas, il y a 3 niveaux d'entrée, comme d'habitude. Il y a un premier niveau qui est un niveau général, qui est l'articulation de la défense du protectionnisme par la défense du producteur. C'est un grand classique. Ça a commencé dès le 18e ou le 19e siècle. On défendait effectivement le producteur, la production nationale, l'emploi. Bon. Et donc, cet argument est un argument qui est fallacieux, parce que le producteur, il est aussi consommateur. Comme disait Frédéric Bastiat, quand il quitte l'usine, il rentre dans le magasin. Et donc, si c'est augmenter les prix pour inciter les gens à produire national, c'est faire baisser le pouvoir d'achat, y compris du producteur. Le deuxième niveau, c'est ce qui se passe véritablement sur la décision qui est prise. Il faut regarder ce qu'a dit Madame Amélie de Montchalin. Tous ces gens étaient à Roissy, et donc elle a dit, il ne s'agit pas de défendre le producteur, il s'agit de ramasser de l'argent. D'ailleurs, elle a dit, le consommateur ne paiera pas, puisque elle a dit, c'est pas du tout le consommateur. Elle a dit, moi je ne veux pas. Oui, c'est l'importateur qui va payer. L'importateur, il va répercuter sur le prix. Alors, ça a commencé aux États-Unis. Je n'avais pas réalisé que le gouvernement français gérait ces entreprises, fixait le prix de ces entreprises et décidait au sein du bénéfice de ces entreprises d'en affecter une partie à payer les taxes décidées par le gouvernement. On ne va pas dire directement, attention, tous les produits chinois vont augmenter. Et donc elle ne gère pas Shein, elle ne gère pas Temu. Donc, de toute façon, elle ne sait pas ce qu'ils vont faire quand elle va mettre en place son... il y a qu'à voir, aux États-Unis, ils ont monté les prix la semaine dernière. Exactement. Donc, les prix vont augmenter, quoi qu'il arrive. Et donc, celui qui va payer à la fin des fins, ce sera le consommateur et pas l'importateur chinois. Et c'est vrai, et donc Nicolas vient de le rappeler, c'est une des conséquences immédiates, automatiques du protectionnisme. On n'arrête pas de dire qu'on protège les nationaux, et en réalité, on fait payer et on fait baisser le pouvoir d'achat des nationaux. Et puis, le troisième élément, c'est... Écoutez, le consommateur est libre. Il s'agit effectivement de se souvenir que l'objectif de l'économie, c'est pas d'aligner des chiffres de production. L'objectif de l'économie, c'est d'aligner du pouvoir d'achat. Mais donc Jean-Marc, si le consommateur veut acheter de la merde, il a le droit. C'est ça exactement, exactement. Il est d'accord, mais une politique. Le seul truc que j'ai trouvé bien. Il y a des questions de santé publique, des trucs de chinois qui arrivent. Il y a quelquefois des cas. Alors effectivement, mais c'est pas ça que ils ne sont pas aux normes CE, qui sont dangereux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
D'ailleurs, quand vous parlez avec des industriels, notamment Laurent Wronski, il vous raconte que le truc qui arrive avec les estampillés et toutes les normes CE, il a suffi, lors de la production en usine, de les imprimer. Et personne ne vérifie. Oui. Ah oui. Et alors, moi, le seul truc que j'ai trouvé bien, en fait, parce que j'ai quand même été un peu de mauvaise foi dans mon parti pris, mais le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est Éric Lombard. Il a rappelé quand même qu'il y avait quelqu'un d'essentiel dans tout ça, c'est le consommateur. Parce que s'il y a autant de produits vendus, c'est qu'il y a autant de clients. Bah oui, Et il y a un moment, voilà. Jean-Marc. Oui, donc le consommateur, c'est lui qui décidera si on le met en danger, mais il ne faut pas faire des annonces, il faut prendre des mesures. Si véritablement il est en danger parce que les produits Il y a sont... des mesures qui sont prises. Oui, mais exactement. Il y a eu 225 000 jouets détruits l'an dernier pour des raisons de sécurité. Donc il ne faut pas faire des annonces à l'aéroport en disant, vous savez, on réfléchit, on va voir, etc., pour les produits de moins de 150 €. Non, il faut dire, écoutez, c'est dangereux, on va vous protéger. Et puis une fois que vous êtes dans un cadre qui est un cadre qui correspond à la santé publique, à partir de ce moment-là, vous décidez si vous achetez ou non des produits chinois. Mais bon, objectivement, intuitivement, acheter 3 t-shirts à 2,50 € qui viennent du bout du monde, je sais pas. Oui. Je trouve pas ça super normal, en fait. Mais ça fait du pouvoir d'achat, on ne peut pas la mais ça fait du pouvoir Allez discuter mode avec les jeunes adolescents. Ça fait vous du allez avoir la pouvoir d'achat, je réponse suis d'accord. rapidement. C'est pas Jean-Marc normal. Daniel, je vous ai sous la main. J'aurais qu'on dise un mot de Michel Aglietta qui nous a quitté la semaine dernière à 87 ans. Est-ce qu'on peut dire que Michel Aglietta, c'était votre pendant de gauche? C'était une forme de pendant, effectivement. D'abord, nous avions la même formation, c'est-à-dire cette formation qui a émergé dans les années 50-60 et qui s'est affirmée comme étant un type de formation assez typique en France d'économiste par le biais d'une école d'ingénieurs, l'école polytechnique, et d'une administration qui est l'INSEE. Et donc, Michel Aglietta rendait souvent hommage à Edmond Malinvaud, qui a été le directeur général de l'INSEE et qui a été un des économistes de référence qui avait ce profil et qui a vraiment fait de ce profil un des lieux de formation intellectuelle de l'économie française. Et puis, il était effectivement alors très impliqué dans la macroéconomie, essentiellement au travers de l'école de la régulation, dans les théories monétaires. Toute son œuvre est une œuvre qui est liée effectivement à la conception de la monnaie. L'école de la régulation sont des gens qui insistent beaucoup sur le rôle des institutions, c'est-à-dire sur le fait qu'il n'y a pas que le marché, il y a aussi des décisions. Donc il y a des travaux d'autres personnages comme Robert Boyer, Jacques Mistral en son temps, sur l'origine de la monnaie, qui n'est pas uniquement un moyen d'échanger, mais qui est aussi quelque chose qui va faire du lien social. Et donc il a fait un livre avec André Orléans qui reste une des référence de cette école et de cette pensée sur le rôle de la monnaie. Et puis, le troisième élément, effectivement, il était resté attaché à la gauche au point d'avoir une sorte de vision en amoureux de la Chine. Et donc, il était passé d'un maoïsme très à la mode, enfin, un maoïsme qui était quand même réfléchi, il avait conscience de ce qu'était la révolution culturelle, à une sorte de fascination pour Deng Xiaoping. Et donc, il continuait à penser qu'effectivement, un État puissant, organisé, était nécessaire pour contrôler les dérives du capitalisme. Merci beaucoup Jean-Marc pour ces quelques mots sur Michel Aglietta qui nous a donc quittés la semaine dernière. Je vous dis bon week-end à tous les deux, on se retrouvera lundi parce que moi je fais le pont. Voilà, je vous le dis en toute franchise.